Donc la blockchain peut-elle révolutionner le business model de l'industrie du sport et du bien-être? Pour certains, c'est pas toujours évident, François, ce que c'est que la blockchain. Je suis sûr que vous allez peut-être nous rappeler ce que c'est et nous le réexpliquer simplement. Bonjour, merci en tout cas d'être là. Bonjour, merci pour l'invitation. Bonjour à tous, donc très enchanté d'être ici parmi vous pour parler sport et parler blockchain, donc une technologie. Et on va se poser ensemble la question de savoir est-ce qu'elle peut ou pas révolutionner le business model de l'industrie du sport et du fitness. Donc je vais essayer d'être pédagogique en vous présentant un peu la technologie et aussi en vous présentant donc, des applications potentielles de cette technologie-là dans le domaine du sport. Donc pour exclure du sujet tout ce qui concerne les crypto-monnaies, donc je ne vais pas parler du tout de tout ce qui touche au Bitcoin, à toutes les arnaques qu'il y a eu autour de ça. Nous, au CEA, parce que je travaille au CEA, au Commissariat de l'énergie atomique et aux énergies alternatives, on s'intéresse aux applications industrielles de cette technologie-là, donc dans les différents secteurs, que ce soit l'automobile, le retailment, l'énergie. Et aujourd'hui, avec vous, on va en fait se poser la question de savoir est-ce que dans le sport, on peut avoir une application ou pas de la blockchain? Et est-ce que cette application, elle est concrète, elle est pour aujourd'hui ou c'est plutôt pour demain? Alors, déjà, pour resituer la blockchain, c'est vraiment une technologie qui est très récente. C'est-à-dire qu'elle a été publiée en 2008 par un collectif ou une personne anonyme qui s'appelle Satoshi Nakamoto. Et ça a été à l'origine en fait, de la première crypto-monnaie qu'on connaît sous le nom de Bitcoin. Quelques années plus tard, en fait, c'est surtout le monde des fintechs qui se sont intéressés à cette problématique. Et c'est dans les années 2016 où en fait il y a tout l'ensemble des secteurs qui ont essayé de s'approprier cette technologie-là pour voir est-ce qu'on peut l'appliquer ou pas dans des domaines. Et là, on est dans cette période-là post-première application où il y a déjà eu des premières petites applications et on va essayer de se poser la question de voir est-ce que ça va passer l'échelle, est-ce que les différents problèmes vont être levés. Et nous, au CEA, on travaille justement à identifier ces problèmes-là et aller au-delà. Alors donc c'est une technologie, mais qu'est-ce que c'est que cette technologie? Donc de manière très très simple, j'essaie de vous le symboliser ici, c'est en fait deux choses. C'est une structure de données, on parle de blocs, d'accord? Donc qu'est-ce que c'est les blocs? C'est en fait un grand livre, un grand registre dans lequel on va inscrire un ensemble de transactions, des transactions entre deux personnes ou des individus. Donc c'est la première chose, donc c'est une structure de données qui est répliquée, qui contient des transactions. Et le deuxième point, c'est que c'est un protocole. C'est la manière dont chaque transaction va être inscrite dans un bloc. Comment est-ce que l'information passe d'un ordinateur à l'ensemble des ordinateurs. Et donc ces deux supports, à savoir la structure de données répliquée et le protocole, permettent d'avoir des propriétés très importantes, qui sont la sécurité, le fait que c'est vérifiable et transparent, le fait que c'est permanent, infalsifiable. On utilise entre autres des clés de cryptographie. Et sur le côté droit, là je vous ai mis quelques logos de blockchain, et en fait il n'y a pas une blockchain, c'est qu'il y a une multitude de blockchains aujourd'hui. On parle de Ethereum, Parity, Hyperledger, Cosmos. Et donc voilà, il y a tout un univers qui s'est créé autour de cette technologie-là. Mais en fait, plus qu'une technologie, ce que je voulais... si vous voulez, oui. Je vais rentrer dans les détails succincts, parce qu'on m'avait dit d'être un peu pédagogique. Donc c'est une petite séquence qui permet de montrer comment est-ce qu'une transaction entre deux personnes est enregistrée dans la blockchain. Donc là, on voit donc Alice qui veut transférer à Bob un certain montant d'argent. Cette transaction va être explicitée sur un réseau d'ordinateurs et communiquer à l'ensemble des participants. C'est ce qu'on voit par cette symbolique-là, que tous les ordinateurs reçoivent cette transaction. Chacun de ces ordinateurs, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre la transaction et l'insérer effectivement dans un bloc, les fameuses blockchains. Et il va essayer de résoudre un crypto-pulse. Donc on ne sait pas lequel des ordinateurs va résoudre ce pulse numérique. Il y en a un parmi eux qui va résoudre ce problème en minage. Et c'est lui qui va être en charge d'insérer le nouveau bloc aux anciens blocs. Donc les anciens blocs, c'est symbolisé par le rouleau là, qui contient l'ensemble de l'historique de toutes les transactions qui ont été réalisées. Et une fois qu'il a fait cette mise à jour, il va la communiquer à son tour à l'ensemble des autres ordinateurs. Donc ça, ce schéma-là explique de manière générale, en gros, le fonctionnement de la blockchain dans le type Proof of Work. Et donc ça, c'est une technologie, mais c'est plus qu'une technologie. La blockchain, en fait, c'est vraiment un changement de paradigme. Alors à gauche, sur la figure, on a le système actuel, où en fait on a en général des grands acteurs, des banques qui ont leur propre base de données, qui intègrent toutes les informations dans un lieu unique. Et l'ensemble des utilisateurs va se greffer à des API à ce niveau-là. Et nous, on est en train de basculer dans un autre monde, où là, en fait, dans le monde blockchainisé, ce qu'on voit, c'est que l'ensemble des acteurs du réseau ont eux-mêmes la copie de cette base de données, ont eux-mêmes accès aux données. Et de ce fait-là, tout ce qui va être connaissance,
tout ce qui va être prise de décision, tout ce qui va être responsabilité ou résilience du système n'est plus sur un seul acteur, mais sur l'ensemble des acteurs. Donc on change vraiment de paradigme. Et plus que ça, c'est la deuxième ligne de la slide, c'est que les transactions entre acteurs ne vont plus nécessiter un tiers de confiance. Dans le monde initial, lorsqu'on faisait une transaction de type bancaire, financière, on s'appuyait par une tierce partie qui était la banque. Dans un monde blockchainisé, c'est ce qu'on voit, il n'y a plus cette tierce partie. Ce qui va faire office de tierce partie, c'est le code. C'est le fait que c'est distribué sur l'ensemble des ordinateurs. Donc on parle vraiment d'une rupture, d'un changement de paradigme, où la technologie permet donc un stockage de l'information, mais aussi de la valeur, de manière transparente, sécurisée, et ce, sans organe de contrôle. Alors, quelles applications pour la blockchain ? Eh bien, en fait, la blockchain couvre un grand nombre de types d'applications. Et aujourd'hui, avec vous, je vais me focaliser en fait, pour vous montrer comment est-ce que dans le domaine du sport, autour de 3 axes, le domaine, donc, les impacts pour les clubs, les impacts pour les sportifs eux-mêmes, et enfin, les impacts pour les fans, autour de quelques éléments. Donc, par exemple, dans le domaine de l'antidopage, il faut savoir que dans les derniers Jeux Olympiques, à Rio, en fait, il y a des hackers russes qui ont hacké la base de données l'antidopage mondial côté États-Unis pour révéler en fait des informations sur les athlètes américains, comme quoi ils auraient pris ou pas des médicaments susceptibles de rentrer dans la catégorie du dopage. Ça a montré que le fait que la formation soit centralisée à un endroit, qu'elle ne soit pas sécurisée, était très problématique. Et en fait, la blockchain va permettre, en créant un jumeau numérique de l'athlète, de sécuriser ces informations-là au sein d'un réseau qui est totalement distribué et qui est sécurisé par construction. On peut même imaginer qu'en fait, tout ce qui va être passeport biologique de l'athlète, tout ce qui va être son profil biologique, va être enregistré au sein de cette blockchain. Et on peut même aller jusqu'à penser que les interactions qu'il a avec chaque coach ou chaque docteur puissent être numérisées dans cette blockchain-là. Et donc là, on voit vraiment que la blockchain peut être un maillon important pour la protection des données privées et entre autres des protections des données du sportif. Un deuxième axe dans lequel la blockchain peut intervenir, c'est en ce qui concerne les droits de diffusion. Il faut savoir qu'aujourd'hui, par exemple, lorsque BT a acheté donc, les droits de diffusion de l'Europa League, il y en a eu pour 1,2 milliards de livres pour ces éléments-là. On assiste à une fragmentation des supports de diffusion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus que la télé, il y a tout ce qui est streaming, il y a tout ce qui est sur les réseaux sociaux. Et en fait, on voit que les clubs n'ont pas accès à tous les revenus potentiels qu'ils pourraient avoir. Donc, c'est ce qu'on voit, par exemple, dans le petit diagramme en bas. On voit que le dernier club britannique touche en droit de diffusion aux alentours de 87 millions d'euros, alors que le PSG, lui, ne touche que, entre guillemets, 45 millions d'euros en droit de diffusion. Donc la blockchain, elle va permettre d'identifier en fait des droits inexploités et elle va être le support, et ça, elle va utiliser pour ça des smart contracts pour rétribuer les différents clubs. Un autre axe dans lequel la blockchain peut intervenir, c'est en ce qui concerne le e-sport. C'est un sport qui est né plutôt dans les années 97, où il y a les premières compétitions. Et on voit qu'on est monté vraiment en puissance avec toutes les nouvelles technologies de type réseaux sociaux et le streaming. Aujourd'hui, pour l'année 2019, en fait, il faut savoir que Epic Games a déployé en termes de gains pour les gens qui jouaient à Fortnite aux alentours de 100 millions de dollars. Donc on n'est plus du tout sur des petites sommes. Et en fait, dans ces sports-là, il y a beaucoup de problèmes pour rétribuer les joueurs, pour organiser les tournois, pour redistribuer les fonds. Et la blockchain, on voit qu'elle est en train d'émerger comme solution justement pour pouvoir être capable de protéger donc, le joueur en lui permettant d'être rétribué suivant ses performances, permettre de pouvoir créer des équipes qui peuvent collecter des fonds en fait, et les redistribuer à la suite de manière plus simple. Ça va permettre aussi, comme je parlais que c'était un registre d'informations, par exemple tout ce qui va être classement des joueurs va pouvoir être mis au sein d'une blockchain de façon à ce que ça soit transparent pour tout le monde. On a vu qu'il y avait un problème aussi de régulation avec les loot box. Je ne sais pas si vous jouez à Fortnite, mais le fait de ces éléments qui permettent d'avoir des items cachés, et ces items cachés qui permettent d'avoir des points bonus au sein du jeu Fortnite, en fait, peuvent être valorisés et transformés en fait, entre les joueurs. Et ça a une certaine valeur commerciale. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas du tout de mécanisme de régulation autour de ces éléments-là. Donc la blockchain va permettre justement de mieux réguler ces éléments-là.
Et enfin, la blockchain, par le fait qu'elle est capable de transformer un asset qui est dans le monde réel en un asset qui est dans un monde numérique et qui n'est pas duplicable, va permettre de valoriser tout ce qui concerne les cryptos collectables. Donc effectivement, tous les skins, tous les éléments que vous utilisez dans le e-games ont une valeur monétaire. Si vous voulez vous assurer que c'est unique et que ce n'est pas dupliqué, etc., et ben, en fait, la blockchain va permettre de protéger ces éléments-là et de le rendre transparent. Alors après, j'ai trouvé 2 autres cas d'études autour du financement en fait, pour les jeunes sportifs et les amateurs. En fait. Aujourd'hui, il faut savoir que dans certains sports, les jeunes sportifs et les amateurs ont du mal à se financer. C'est-à-dire qu'ils sont obligés d'avoir un travail en parallèle pour financer leur passion. Donc, par exemple, dans la ligue de baseball, un joueur qui est commun touche autour de 500 000 $ par an, mais un amateur ou un jeune, lui, ne va toucher qu'aux alentours de 10 000 €, ce qui ne lui permet pas de subsister pendant l'année, ce qui ne lui permet pas d'avoir accès à du coaching sportif. Et donc, en cas de blessure, voilà, il va arrêter sa carrière. Et en fait, la blockchain va permettre de tokeniser également le sportif amateur en lui permettant en fait, de trouver des moyens de financement auprès de d'autres personnes. Donc, ce qu'on voit là, ici à travers l'exemple de la start-up qui s'appelle Sportico, en fait, on voit que par exemple, dans le cas d'une sportive qui s'appelle Claire, qui joue au tennis et qui donc a besoin en fait, de 80 000 $ de façon à pouvoir suivre son année et s'investir dans ce travail-là, en fait, elle n'a pas cet argent-là. Donc elle va aller voir une place de financement qui utilise la blockchain et qui va lui dire on va vous financer donc ces 80 000 $, mais en l'échange, vous allez nous donner jusqu'à 25% des bénéfices, enfin de vos contrats futurs que vous aurez pendant les 10 prochaines années. Et donc ces éléments-là sont inscrits au sein d'une blockchain de façon à pouvoir pérenniser cette information-là. Et là, on voit que dans le cas de Claire, effectivement, tout s'est très bien passé parce que donc elle est montée jusqu'au niveau de rang numéro 7 à Wimbledon. Et de ce fait-là, elle a eu ses premiers contrats de sponsor et touche donc 1,5 million de dollars de manière annuelle pendant 5 ans. Et c'est-à-dire que dès la première année, en fait, Claire a été capable de rembourser, l'argent qui avait été prêté et les business angels ont également retouché leur argent. Alors, une autre manière de comment est-ce que la blockchain peut également être utilisée, c'est dans tout ce qui est ticketing. En fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, en fait, un fan, en fait, il n'a plus les moyens de se procurer les billets pour aller voir le match ou le spectacle, le concert qui l'intéresse. Donc, on voit par exemple dans le cas de Eddie Van Bouwen, qui avait acheté donc, des billets sur le Super Bowl, elle avait dépensé pour 4 tickets 12 000 $, du fait que ce n'était pas accessible initialement. Et ces tickets en plus n'avaient pas été postés à temps, donc elle avait été obligée d'aller en chercher de nouveau sur le marché noir. Et donc elle a dépensé 30 000 $ pour ces 4 tickets au total. Et en plus, c'est dû en fait à l'existence entre autres de robots numériques qui, lorsque un événement sportif en fait, met à disposition des places, ces robots vont se connecter automatiquement sur le site web pour acheter le maximum de billets et après le revendre en seconde main à d'autres tarifs plus chers. Et donc la blockchain, du fait qu'elle est capable d'identifier de manière unique un ticket, on va être capable de vérifier la validité du ticket, vous allez être capable de tracer ce ticket-là entre les différents acheteurs et donc de supprimer éventuellement donc, les intermédiaires. Donc pour les clubs, ça permet de diminuer les coûts et de déclencher par exemple automatiquement le remboursement de votre ticket si l'événement est annulé grâce à des smart contracts. Enfin, je voulais noter que donc, la blockchain va pouvoir être un partenaire intéressant pour la synergie de vie au sein d'un club. Lorsqu'un club peut émettre par exemple des tokens pour faire vivre le club. Ça permet entre autres de permettre aux gens de faire des votes pour des orientations stratégiques dans le club, donc, par exemple le choix de certains transferts. Mais ça permet également de toucher la vie directe des fans. Donc, par exemple, un fan, en achetant ces tokens d'un club, va pouvoir assister à des événements en prime time, va pouvoir participer au choix, par exemple, de la couleur des maillots de l'équipe, voire pouvoir influencer certains transferts. Et on voit que la blockchain a vraiment commencé, c'est tout récent les impacts, puisque donc, le premier transfert utilisant donc, des crypto-monnaies et donc de la blockchain a eu lieu en janvier 2018. Et en août 2018, donc il y a un peu plus d'un an, en fait, le premier club qui a été acheté par un financement avec des bitcoins a été réalisé. Tout ça a vraiment un impact conséquent dans le domaine du sport.
Et ce qu'il faut savoir, c'est également aussi ça va avoir un impact dans le domaine du fitness, parce qu'aujourd'hui, en fait, il y a un certain nombre d'assurances qui se proposent de diminuer votre coût d'assurance en fonction de la remontée de données que vous êtes capable de faire. Donc, est-ce que vous avez une vie saine? Est-ce que vous faites du sport? Et donc, tous ces éléments-là vont être contractualisés au sein du blockchain avec des smart contracts. Et ça va vous permettre de gérer, vous, en tant qu'individu, la remontée d'informations auprès de votre assurance ou pas, de spécifier dans quel cas est-ce que c'est utilisé, et éventuellement donc, de vous permettre d'avoir des assurances moins chères. Mais il est à noter qu'effectivement, ça soulève beaucoup de questions du point de vue éthique, parce que vous allez partager beaucoup de choses avec des groupes privés. Donc j'en arrive effectivement à ma conclusion, parce que je devais tenir 15 minutes, c'était le contrat. Donc on voit que la blockchain, c'est une technologie vraiment disruptive pour le secteur du sport et du fitness. Il ne faut pas l'utiliser seul, il faut l'utiliser en couplage avec d'autres technologies qui sont par exemple l'Internet des objets connectés, l'intelligence artificielle. Il reste quand même un certain nombre de challenges à relever, donc autour des challenges technologiques. Je vous ai dit qu'il n'y avait pas qu'une seule blockchain, mais beaucoup de blockchains. Donc comment est-ce qu'on va interopérabiliser ces éléments-là? Comment est-ce que la régulation va permettre de gérer les transferts au sein de la blockchain? Et donc nous, au CEATech, on se propose effectivement d'accompagner vos différents projets autour de ces problématiques qui traitent autour du big data, l'intégration de capteurs intelligents, les déploiements effectivement de smart contracts. Et vraiment, on a des équipes qui sont dédiées à trouver donc, une innovation de rupture, soit technologique, soit de service. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'espère avoir expliqué un peu ce que c'est la blockchain. Merci, François Lefebvre. Est-ce qu'on a le temps pour une question? Est-ce qu'il y a une question qui vous brûle les lèvres d'un complément que vous voulez avoir, obtenir? Oui. Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation. J'ai une question concernant la maturité de cette technologie. Est-ce qu'aujourd'hui on est sur une techno vraiment mature, ou est-ce qu'on a encore des chercheurs, notamment peut-être en informatique, je suppose, qui s'emparent de ces problématiques-là et qui travaillent encore justement à développer. Est-ce qu'on est encore dans une période un peu de R&D, où on est arrivé à quelque chose d'assez mature et d'exploitable en toute sécurité et de manière fiable? Voilà, merci. Alors, donc c'est une question complexe. Donc effectivement, c'était une technologie pour certains pans qui est très mature. Donc par exemple, donc le Bitcoin, c'est quelque chose qui existe depuis 10 ans qu'on n'a pas réussi à casser, mais c'est très restreint comme application parce que c'est dans le domaine des crypto-monnaies. Et du point de vue industriel, on a besoin aussi d'un autre niveau de sécurité. Et donc là, effectivement, on est sur une technologie qui n'est pas forcément encore mature. Donc il y a beaucoup de chercheurs, des mathématiciens, des ingénieurs qui travaillent sur le sujet. Donc c'est ce que j'ai essayé de montrer sur la slide qu'on ne voit plus à l'écran. Mais donc Gartner, qui est une entreprise de consulting, pense que en 2025, en fait, 90% des applications qui existent aujourd'hui vont être recodées en fait, avec les nouveaux systèmes. Parce que donc il existe beaucoup de blockchains, il n'y a pas eu encore de consolidation dans le secteur. Donc voilà, donc il y a un accompagnement fort fait par exemple par le CEA au point de vue des startups, des PME ou voire des grands groupes pour s'approprier ces technologies-là et être sûr que malgré le fait qu'il y a, encore des petits problèmes, on va sécuriser ces problèmes-là pour s'assurer qu'effectivement on puisse utiliser la blockchain dans le nucléaire, dans l'énergie ou dans d'autres domaines. Et dans le sport, effectivement, avec vos données personnelles. Si je reformule du coup, François, ça veut dire que si on est une start-up, une entreprise, un club de sport et qu'on a à cœur de se lancer dans la blockchain, on peut aussi venir vous voir pour vous demander des conseils et vous n'avez rien à vendre, vous êtes là pour... Tout à fait, Victor. C'est-à-dire que nous, le CEA, on ne développe pas de blockchain. Par contre, on va avoir un rôle d'accompagnement pour déjà vous dire est-ce que vous avez oui ou non besoin de la technologie blockchain, parce que ce n'est pas forcément évident, ça dépend de votre cas d'étude, votre business. Et une fois que vous avez, on voit avec vous que la blockchain peut s'appliquer, là il y a encore beaucoup de blockchains, donc on va travailler avec vous pour savoir quelle est la blockchain qui répond le mieux à vos cas d'étude. Et on va également vous aider à construire les premières briques techno. Voilà, nous on a des briques techno génériques et qu'on va porter dans vos domaines, donc dans le domaine du sport ou dans le domaine de la santé.